Aujourd'hui dans la brigade, on reçoit le journaliste sportif du Journal Le Droit, Julien Paquette, et on revient sur l'actualité des sénateurs dans la dernière semaine. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Donc, salut tout le monde et bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fortin en compagnie de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Villeneuve et d'un invité spécial ce soir, Julien Paquette du quotidien Le Droit. Salut les boys, comment ça va? Salut. Salut JP. Salut Julien. Salut. Julien, t'es un des deux nouveaux journalistes au sport du journal Le Droit. On tenait à te rencontrer, toi aussi. On avait rencontré ton collègue Zachary un peu plus tôt cette année. Comment ça va? Qui es-tu? D'où viens-tu? Présente-toi donc un peu pour la communauté de partisans francophones des Sens. Question large quand même. Non, mais je veux dire... non, mais est-ce que tu es de la région? Est-ce que... Oui. Oui, non, je suis originaire de la région. J'ai grandi dans l'est de Gatineau. J'habitais à l'Ange-Gardien. J'allais à l'école à Buckingham. Donc, je me suis retrouvé à l'Université d'Ottawa ensuite pour faire mes études en communication. Puis, à travers tout ça, acquis de l'expérience en journalisme au journal étudiant là-bas, à la Rotonde. Ouais. Puis, petit passage, j'ai commencé ma carrière de façon, si on peut dire, professionnelle à la défunte revue de Gatineau. C'était Info 07 avec TC Média. J'ai fait un petit peu plus d'un an là-bas, puis après ça, Le Droit m'a tendu la main. Il y avait un poste ouvert au week-end. J'ai fait ça 3 ans environ. Avant d'éventuellement, j'ai fait plusieurs trucs au droit. Après ça, j'ai fait du pupitre web en journée. Là. J'étais le webmestre, de nos médias sociaux, tout ça. Et ensuite, je suis passé à la couverture de la ville d'Ottawa. Éventuellement, il y a eu une ouverture. Donc, j'ai pu retourner au reportage. Une petite pause l'année passée où j'ai tenté ma chance à la coordination d'information. C'était un nouveau poste qui était créé. Un genre de poste hybride mi-patron, mi-syndiqué, qui était créé dans le contexte mettons, une coopérative. Fait que c'était cette idée-là d'avoir des certaines tâches partagées entre la salle de nouvelles et les employés, puis les gens qui occupent des postes de patron. Ça me convenait pas du tout. C'était pas quelque chose qui était fait pour moi du tout. Donc, je suis retourné à la ville d'Ottawa pas très longtemps. Là, c'est seulement que à la fin de l'année, on a eu les départs de nos quatre mousquetaires au sport. Puis il y a des opportunités qui sont ouvertes. Puis ça arrivait juste à un bon moment pour moi. T'étais prêt à d'autres choses. Pas que j'aimais pas ce que je faisais à la ville d'Ottawa. En fait, j'aimais beaucoup ça aussi. Mais pas mal de choses dans la vie personnelle, entre autres, avec un petit bébé à la maison. Ça occupe un peu moins mon esprit, si tu veux, le travail. Maintenant, ça prend moins de place, c'est dans couvrir une longue réunion de conseil municipal ou comité. Puis là, faut que tu penses toujours, il y a un rapport de 40 pages à lire pour être prêt puis savoir un peu de quoi tu parles quand tu vas poser des questions aux élus là-dessus. Là, je veux dire, un match de hockey, c'est un match de hockey, je veux dire, c'est ça. Ou peu importe le sport, c'est à moins que je me mette à couvrir un match de cricket, mais quoi qu'il y en a pas beaucoup. C'est plus entertainant, là, c'est ça. Là. Sinon, j'ai pas trop de devoirs à faire là, avant de me pointer quelque part. Fait que t'as pas passé par la cité collégiale, t'as fait directement du secondaire à l'Université d'Ottawa, c'est ça? Oui, exact, oui. OK. Ouais, qui est une possibilité. Il y a beaucoup de gens au Québec. Pour nous, d'habitude, c'est le chemin obligé, secondaire, cégep, université. Pour le reste du monde, c'est juste un chemin normal. Beaucoup de... Exactement. Oui, mais je pense qu'en Ontario, il y a l'année de plus au secondaire. Je pense qu'elle existe cette année-là. C'est pas possible au Québec, mais en Ontario, c'est possible parce que, en fait, ton bac, il prend une année de plus à faire. C'est ça. Moi, j'ai dû faire des cours obligatoires que d'autres avaient pas. Si quelqu'un était passé au cégep, les cours de philosophie, de français, tout ça, t'as tes crédits, donc t'as pas besoin de les faire. Moi, il a fallu que je me les tape, mais c'était correct. Puis Julien, c'était-tu un objectif pour toi d'atteindre le volet sport en journalisme, ou ben c'est vraiment apparu sur le tas puis t'as dit je m'en allais,
je m'enligne là-dedans. C'est un peu les deux, en fait, je te dirais. Tu sais, j'ai toujours été un gros fan de sport. C'est pas, c'est pas, ça a toujours fait partie de ma vie, le hockey en particulier. Puis quand je suis rentré, quand j'ai commencé mes études, c'était avec un rêve de petit cul, si tu veux, de devenir journaliste sportif. Oui, hein, OK. Puis c'est ça, puis mes différentes mes expériences, entre autres au journal étudiant, ma porte d'entrée là-bas, c'était travailler en actualité, dans le fond. Puis je me retrouvais à couvrir la politique étudiante, l'administration de l'université. Puis là, j'ai eu un peu la piqûre pour quelque chose que je connaissais pas vraiment. J'ai été un peu introduit là-dedans, dans ce monde-là, par un de mes collègues actuels, Antoine Trépanier, qui est sur la colline parlementaire pour nous, au droit. C'est un très bon ami, puis mais c'est devenu un très bon ami assez vite. Puis lui, je le regardais travailler, puis j'étais comme ok, ça peut vraiment être le fun aussi de faire quelque chose d'un peu plus politique, sérieux entre guillemets. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, vraiment quand l'ouverture s'est présentée en fin d'année passée, je me suis mis à y penser un peu, je me disais ça. Il y avait une petite partie de moi qui craignait, je me disais, ben, si je m'en vais, qu'est-ce que le droit va faire avec la ville d'Ottawa? On est encore un peu dans une période de transition où on va se réorganiser pour s'assurer de pas délaisser ça. Oui. Mais en même temps, vraiment, c'est ce qu'il me fallait sur un plan plus personnel. C'est quelque chose, j'ai vraiment beaucoup de plaisir, puis ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir, en travaillant. Comment est-ce que tu changes ta façon de travailler quand tu passes de politique municipale à couvrir des équipes de sport? J'imagine qu'il y a une base de réflexe, de recherche, qui est probablement la même, mais il doit y avoir un certain niveau à quelque part où faut que tu retrouves tes repères, j'imagine. Ben, c'est différent, oui et non, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on se plaint souvent que on se met souvent de la cassette en politique. Oui, il y a la cassette au sport aussi, j'imagine. Sport. Fait que donc c'est la plus grosse difficulté, je dirais particulièrement dans un environnement comme la LNH, c'est que, tu sais, ces joueurs-là te doivent rien, puis ils sentent pas nécessairement qu'ils ont des comptes à rendre. C'est pas des élus, public, là. C'est pas comme des élus. Ou, tu sais, des élus, si un élu sauve, ça devient une histoire en tant que telle. Si un joueur décide, ça me tente pas de vous parler à soir, ben là, je peux pas dire, tu sais, ça fait pas tellement rapport de dire dans l'article que, ben, tel joueur a refusé de commenter sa performance. C'est ça. Tu sais, il peut avoir un paquet de raisons pour qu'un joueur se présente pas après un match, là. Il peut avoir de la famille qui l'attend, il peut avoir une blessure à traiter, il y a vraiment beaucoup de choses. Fait que c'est... Puis en plus, c'est de la façon que j'ai compris, c'est que souvent, pendant les matchs, les journalistes, vous sur la passerelle, vous chattez, vous textez, puis vous décidez un peu quel joueur vous aimeriez que l'organisation vous envoie. Donc, c'est même pas eux qui décident d'y aller, ou c'est même, tu sais, je sais pas si eux ils ont leur mot à dire, si jamais vous voulez un gars, puis lui il dit, ah non, moi je vais pas parler aux journalistes ce soir, puis l'organisation doit dire, ok, ben d'abord, on va envoyer un tel, un autre, là. Mais c'est ça, c'est même pas eux autres qui choisissent. Non, c'est ça. Pendant les entraînements, c'est un peu, tu sais, je pense de la manière que j'ai compris que ça fonctionnait, on peut demander, hey, on peut s'assurer que tel joueur soit disponible, mais en général, après, quand la pratique est finie, tu te présentes dans la chambre, puis les gars qui sont là, si tu peux les accrocher, tu leur demandes s'ils ont le goût de te jaser, puis s'ils ont le goût, ils ont le goût. Je sais, par exemple, moi, on m'avait prévenu, un des premiers matchs que j'ai fait, on m'avait dit, garde, c'est jour de match aujourd'hui, là. Juste te dire, il y a comme une règle non écrite qui avait été établie en début de saison avec Tarasenko, que lui, les jours de match, il se concentre sur ses affaires. OK, il parle pas. Il préférait pas parler. Je me souviens plus quel des journalistes là-bas qui m'avait prévenu de ça. Je pense que c'était probablement Nicolas Saint-Pierre. Là. OK. Puis, c'est bon à savoir quand même. C'est ça. C'est bon à savoir. Comme ça, t'as pas une situation. Ça se part de la relation. C'est un drôle de pied. Tu le prends personnel au début, tu sais, quasiment. Tu sais, voyons, pourquoi que... Ouais, il aurait pu. Apparemment qu'il était correct avec ça si quelqu'un ne le savait pas, puis il n'y avait pas de crier après nécessairement. Mais tu sais, tu veux t'éviter quand même cette
t'es déjà le nouveau qui arrive, puis tu veux t'éviter un peu ce... Mais c'est pas pire, parce que certains journalistes, ils auraient pu vouloir t'en jouer une puis dire « Hey, va donc voir Tarasenko, voir. Insiste un peu, là, des fois, Ah, ben non, y a-t-il des petites initiations comme ça qui se passent entre vous autres, ou y a-t-il des tours comme ça qui se jouent? Pas, en tout cas, c'est pas arrivé encore jusqu'à maintenant. Okay. Non, vraiment, il y a vraiment... puis c'est vrai aussi, c'est vrai à peu près partout où j'ai travaillé, où j'ai opéré comme journaliste, là. Il y a vraiment un esprit de collaboration qui est très fort, là. C'est très rare que... Il y en a à l'occasion, la compétition, des qui sont un peu plus ratoureux, puis sont un peu plus compétitifs, mais en général, tout le monde il passe toute la même job. Si t'as des questions, t'es le nouveau quelque part, on comprend tout ça, c'est quoi être le nouveau quelque part, puis on est toujours là pour tout le monde est là pour aider tout le monde, puis il y a pas de mauvaises questions posées à des collègues, même des compétiteurs dans le fond. J'ai quand même l'impression qu'il y a une mentalité qui a évolué par rapport à tout ce concept-là du petit nouveau, on va y faire goûter, tu sais. C'est plus ce que c'était quand même un peu partout. Puis je pense que c'est une bonne chose aussi parce que on l'a vu dans différents types d'organisations, dans les sports, etc., des universités, des initiations. À une époque, c'était vraiment... Oui. C'était plus des initiations. Pas de problème avec les initiations, mais c'est la dégradation qui exagère un peu, là. Mais c'est particulier dans le monde du journalisme parce que ce que je décrivais, c'est comme entre compétiteurs, finalement, qu'il y a vraiment une bienveillance, puis qu'on voit pas ce type de situation d'initiation. Sans dire j'ai eu une grosse initiation, je veux dire, par rapport à mes collègues, ceux de la même équipe, ceux du droit, quand je suis arrivé, par exemple, ben c'est sûr que des fois, il y avait des petits coups pendables qui se faisaient, rien qui me revient à l'esprit, mais on me laissait savoir clairement qu'on me surveillait, surtout que j'étais le petit nouveau, que je faisais les fins de semaine. Ouais. Les fins de semaine, t'étais un peu laissé à toi-même, puis ben, mes collègues avec plus d'expérience, me laissaient savoir, par exemple, quand je rentrais au travail, au bureau, plus tard dans la semaine, ouais, telle histoire, tu l'as échappé pas mal, ou tu sais. Ah ouais, tu vois, vraiment, okay. hein? Oui, ça... OK. Il était honnête. Oui, mais oui, c'était très honnête. Puis, bien, je veux dire, là, on résume, là, c'était pas nécessairement tout le temps... Des fois, c'était bien aussi, c'était positif. Oui, il y avait du positif aussi, puis il y avait... Mais puis c'était pas nécessairement raide comme ça tout le temps, là, mais oui, c'est... T'as-tu fait du sport un peu jeune? T'avais l'air à parler, t'as-tu joué au hockey? Oui, j'ai joué au hockey pas mal toute ma vie. J'ai joué au golf beaucoup, j'ai essayé quelques autres petits sports dans mon enfance aussi, là, le baseball, le soccer, mais principalement le hockey et le golf pour moi. Fait que t'as-tu grandi partisan des Sénateurs, des Canadiens ou une autre équipe? Ah, ça c'est une longue question. Non, réponse courte, non, j'ai pas grandi Fais juste pas dire partisan des Sénateurs en tant que tel. Si je tripais bien gros sur les Mighty Ducks, là, j'aimais bien leur chandail. Ça, je pense que c'est notre génération. Les films ont fait tout leur avec le film effet, en plus, là. Ouais. C'est même pas les films. C'est vraiment juste... J'aimais le chandail, puis j'avais un poster de Paul Kariya dans ma chambre, puis je sais pas. Mais c'était aussi une partie de moi qui... J'ai un petit problème. Personnellement, j'ai de la misère à être un peu... dans la même vague que tout le monde. Suivre la vague, des fois, j'étais un peu... Ça, c'est quelque chose qui se corrige avec la vie adulte. T'apprends à laisser arrêter de juste faire suer tout le monde. Mais fait que j'essayais de pas... On dirait que même si j'essayais de pas être pareil comme mon père, mon grand-père, puis je voulais pas prendre pour le Canadien juste parce que mes parents prenaient. Mais finalement, à un moment donné, José Théodore a scoré un but. Puis le matin, je m'étais levé, j'avais vu ça à RDS, à Sport 30, puis là, j'étais comme, ben là, c'est donc ben hot, là. Le gardien score un but, tu sais. Puis à partir de là, je me suis mis à prendre pour le Canadien. J'ai eu une relation amoureuse un peu avec cette équipe-là dans les dernières années, puis je m'étais mis à encourager un peu plus l'équipe locale à partir de là. C'est comme moi, ça. J'aime beaucoup, beaucoup haïr les Canadiens. Fait que c'est la même relation. C'est amour-haine. Ouais, mais toi, t'as aucun amour pour les Canadiens. C'est ça la différence. J'aime les détester. Ouais. Ouais, c'est ça.
C'était une bonne blague, là. Tu peux lui donner. Mais c'est intéressant que tu nous parles des Mighty Ducks parce que ton collègue Zachary nous parlait des Sharks de San Jose. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai quand même une belle... C'est drôle, hein? Complètement à l'autre bout du continent. C'est fou, c'est complètement fou. Ouais, c'est drôle. Messieurs, si ça vous fait rien, je vais vous poser ma question de la semaine. Oh, let's go. Donc, Jacques Martin a dit un peu plus tôt cette semaine qu'un certain Drake Batterson lui faisait penser bizarrement à un certain Marian Hossa. Est-ce que Jacques a fumé? S'énerve un peu trop? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que Drake Batterson, des fois, je le vois aller, puis j'écoute les games avec Phil, puis je dis, Phil, je pense que le plus scoreur, puis le plus talentueux, talent pur, je me demande si c'est pas Batterson. C'est vrai. La patience qu'il a avec la rondelle, les lignes de passe qu'il est capable de trouver, encore à soir, là. Puis il se ramasse des fois tout seul avec le gardien, pas de panique, je vais prendre mon temps, je vais le coucher, je vais me tasser, je vais attendre qu'il soit complètement couché, puis je vais en mettre top net. Tu sais, il fait jamais de gestes précipités. L'année passée, c'était un joueur qui la joke, c'était qu'il aurait pu gagner le Masters au golf avec son moins 35. Mais cette année, c'est replacé. Tu sais, cette année, ça a plus d'allure. Il est confiant, il est gonflé à bloc ces temps-ci. C'est-tu plus la maturité qui est en train d'acquérir qui fait que Jacques le voit un peu plus comme un Marian Hossa? Je sais pas. Mais à mon souvenir, Marian Hossa, c'était tout un talent, là. C'était un joueur qui avait des skills et qui pouvait un peu changer une game à lui tout seul que je vois pas Batterson faire, tu sais. Je regarde des fois le nombre de buts qu'il y a, puis je suis surpris qu'il y en ait juste 20. Je me dis quand même, il me semble qu'il devrait en avoir un peu plus que ça. Parce qu'il est streaky, là, veut pas. Là. À un moment donné, il se cache, tu le vois pas pendant 4-5 games, puis à un moment donné, c'est 2 buts dans une soirée, puis 2 passes le lendemain, puis... Fait le jeu des comparaisons, c'est toujours dur. C'est toujours dur. Mais le gars, il a coaché les deux, là. Puis il connaît son hockey un petit peu plus que moi. Fait que je le prends plus qu'une autre comparaison, mettons. Ben, c'est sûr que, comme tu dis, Pascal, au niveau talent brut, Batterson est là. Il y a des similitudes avec Marian Hossa, mais ça reste que Marian Hossa, c'est un gars du temple de la renommée. Est-ce que Drake Batterson sera au temple de la renommée un jour? Je doute. Serais-tu capable de partir jouer dans une autre équipe puis faire une différence à lui tout seul? Voilà. Ouais, ben moi la façon que j'ai compris cette citation-là, puis peut-être que c'est surtout... Je pense que Jacques Martin exprimait l'espoir que Drake Batterson voyait en lui le potentiel de devenir quelqu'un comme Marian Hossa. Donc, je pense pas qu'il est là présentement. Le voit à un égal. Puis je pense que c'était surtout sur le plan défensif je pense qu'il voulait le voir un peu plus s'impliquer. Ouais. Mais c'est pour moi, Batterson dans cette équipe-là en ce moment, c'est peut-être bon, j'exagère peut-être en disant que c'est le joueur qui a le plus de potentiel de croissance, on peut dire, là, mais... Oui, peut-être. Pour moi, j'ai l'impression que ce gars-là a encore un plateau ou deux qui pourrait... Il peut gratter puis monter encore un peu plus haut, j'ai l'impression. Puis s'il fait ça à partir de l'année prochaine, par exemple, avec le contrat qu'il a présentement... exactement, c'est le meilleur contrat sur l'équipe. 4 années à moins de 5 millions par année. C'est un vol. Ça devient une solide aubaine. Là, fait que s'il pourrait avoir des échanges cet été, je le vois très mal décider que c'est par lui que ça passe là, pour... je penserais pas non plus. Sans dire que c'est un intouchable. Non. Je vois, tu sais, quand tu dis de toucher au noyau, je pense pas que ça met le doigt sur lui. Je pense pas. J'ai pas l'impression que c'est leur principale option si c'est ce qu'ils veulent faire. Là. Est-ce qu'on a l'impression que la saison dernière a été peut-être un bump on the road? La saison d'avant, il avait fait une saison quand même assez incroyable par rapport à son contrat. L'année passée, on était déçus. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis est-ce que cette année, il a repris un peu Je pense que oui, puis c'est peut-être un peu l'histoire d'Hockey Canada qui tournait autour aussi l'année passée. C'était peut-être une distraction. Tu sais, son nom circulait, veut pas. Donc, ça peut être assez pour... Puis pas juste ça, c'est que sa blessure dont il revenait l'année passée, c'était une blessure à la cheville. Je pense que c'était un high ankle sprain, qui est un classique des blessures de joueurs de hockey. Puis qui est des blessures où tu sembles être... Oui, t'es en dehors de la glace pendant un petit bout de temps.
tu réussis à revenir sans que ça prenne des mois, mais c'est long retrouver ton patin. Puis c'est ce qu'il avait dit l'année passée, vers la fin de l'année, quand il s'était remis à aller mieux, il avait dit, finalement, je suis 100%. Tu sais, je me sens à 100%. Fait qu'il y a peut-être ça aussi l'année passée qu'il a joué dans le portrait. Puis tu sais, il est rendu à 25 buts avec une dizaine de matchs. Il peut-tu atteindre le 30? C'est pas complètement impossible. Tu sais, à 30 buts, on commence à parler d'un marqueur, là. Non, puis je veux dire, même blessure ou non, il y a des joueurs qui passent par là à chaque année. Oui. Il y a juste des saisons où la rondelle, elle rentre juste pas. Ouais. Il y a de la malchance aussi, beaucoup dans le hockey, puis il y a beaucoup de chance aussi. On voit le contraire des joueurs qui, soudainement, regarde Kuzmenko l'année passée à Vancouver, qui un pourcentage de tirs d'à peu près, c'était au-dessus de 25%, je me trompe pas. On voit pas ça, là. Ce qui est pas sustainable. Il y avait une régression écrite dans le front, ce gars-là. Fallait pas s'attendre à ce qu'il marque autant de buts cette année, puis c'est pas arrivé non plus, tu sais. Ouais. Tage Thompson l'année passée qui était tout fait tout flamme, cette année c'est plus difficile. Fait que tu sais, on peut s'attendre probablement à des saisons un peu comme ça de Drake Batherson, mais si vraiment il met l'effort sur son jeu défensif, peut être tout un atout pour l'équipe. Là. Sur une deuxième ligne, là, c'est un luxe. Moi, je veux juste finir en disant que moi, je pense honnêtement que la raison de l'insuccès de Drake Batherson l'année passée, c'était sa coupe Longueuil. Ah, ça se peut, ça. Ça se peut, ça pogne dans le vent. Puis, Cette année, ses cheveux sont redevenus convenables et on a un joueur qui a retrouvé ses moyens. Convenable. Julien, est-ce que tu es un amateur de bière de microbrasserie? Oui. Est-ce que, comme tout le monde, est-ce que tu connais le 5e baron à Aylmer? Très bien, oui. Très bien. Mon Dieu! Yes, on aime ça. Donc, on en profite pour vous rappeler que le 5e baron vous invite à assister à un match des Sens à la brasserie. Suivez le 5e baron directement sur les médias sociaux, donc sur Instagram ou sur Facebook, pour connaître l'horaire des matchs qui seront diffusés. On vous rappelle également que le blog Silver 7 vous propose du contenu en français offert en collaboration avec la Brigade. Cette semaine, Stu revient sur les propos de Steve Stéos, dont on a discuté un peu la semaine dernière par rapport aux attentes et aux résultats. Donc, voilà. Si vous êtes passionné de hockey comme nous, lancez votre blog, votre podcast ou votre compte de réseaux sociaux pour partager votre passion. Et pour une présence en ligne, parce que ça prend une présence en ligne, pensez à Planet Hoster, notre partenaire d'hébergement web. Avec des services en français, il simplifie la création de votre site, de votre boîte courriel et bien plus. Obtenez votre propre domaine et démarrez votre projet avec Planet Hoster. Allez marquer votre but en ligne avec la compagnie qui soutient notre brigade et les projets des fans francophones. Rendez-vous sur planethoster.com. Puis Martin, est-ce qu'on a un gros warm-up cette semaine? Warm-up dans la régulière. Donc, les sénateurs les sénateurs qui ont fait 2 performances magistrales contre les Devils et les Oilers et en voie de remporter une 3e victoire consécutive, à moins que cette phrase va mal vieillir à la sortie de cet épisode. Prophète de malheur. Mais ils mènent 5-2 contre les Sabres de Buffalo avec 19-47 en 3e période. Jonas Korpisalo va bien dernièrement avec 4 victoires et un pourcentage d'arrêt de 8,93 lors de ses 5 derniers départs. On a eu le rappel de Angus Crookshank. On a eu le contrat de l'espoir Stephen Halliday et il s'est rapporté au sénateur de Belleville. Et lui, j'ai très hâte de le voir dans le pro. Manque de constance au niveau des sénateurs de Belleville qui ont maintenant perdu leur place au profit du Rocket de Laval pour la dernière place donnant en série, mais ils sont toujours dans la course, ça va être intéressant à suivre. On a honoré le docteur Donald Chow, il est allé rejoindre Brian Murray et Wade Redden dans l'anneau d'honneur. Au gala du Rouge et Noir, Michael Endlauer a remis des dons de 1 million de dollars à la maison Roger Nelson et à la maison Papillon. Au niveau de la LPHF, très grosse victoire de notre équipe d'Ottawa contre l'équipe de Toronto, 5-3. On l'avait prédit. On l'avait prédit, exactement. Mettant fin ainsi à la séquence de 11 victoires consécutives de l'équipe de Toronto. Tour du chapeau pour l'attaquante Daryl Watts, qui a été l'étoile de la semaine. Et début du championnat mondial, 12 joueuses de l'équipe d'Ottawa y participent, dont Marsh Meyer, Jenner, Bell, Clark pour l'équipe du Canada. Et le prochain match est prévu pour le 20 avril contre l'équipe du Minnesota. Ouais, c'est ça. On a un mois. Pause, hein? Ouais, pour les championnats mondiaux, ça donne comme mal cette pause-là. Ouais. En pleine on course dirait qu'il y avait le momentum, ça allait bien dans la course aux séries, puis là,
Hey, c'est long, c'est 20 jours. Très long. C'est toute une pause, là. C'est ça, combien de temps de vraies pratiques qu'ils vont être capables d'avoir, combien de joueuses vont partir un peu partout dans leur pays. Fait que t'as beau pratiquer pendant ce temps-là, t'as pas tout ton club. J'ai hâte de voir la dynamique que ça va créer au retour d'un arrêt. C'est combien de joueurs signés? Je pense que c'est 23 sous contrat qu'ils peuvent avoir. Fait que 23, 12, c'est la moitié. Oui, là, pour l'instant, il y a 12 joueurs qui sont partis, mais pendant ce temps-là, les pratiques vont se continuer. Il y a une petite pause en ce moment. Ils ont pratiqué pour la dernière fois mardi. Les joueurs ont eu une petite pause pour Pâques. Ils vont pouvoir aller voir leur famille. En revenant de ça, les entraînements vont se continuer quand même pour les joueurs qui sont ici. On nous disait plus tôt cette semaine que il allait surtout se concentrer sur les habiletés individuelles pendant cette période-là, puis ça tombe bien d'une certaine façon pour que ce soit les choses qu'on pratique avec les joueurs qui restent, parce que c'est pour la plupart des joueurs de 3e, 4e trio qui évidemment c'est des très bonnes joueuses quand même, mais que peut pas leur nuire non plus de passer un peu de temps spécifiquement à travailler sur leur tir, puis sur leur patin, puis tu sais, les joueuses qui vont faire partie du championnat du monde sont partis, vont revenir, vont être encore en mode on joue, on veut gagner, tout ça, go, go, go. Mais veut pas, ça te casse un beat, là, pour celles qui restent. Tu sais, je comprends pratiquer et s'améliorer ici et là, mais c'est pas la même dynamique ou le même enjeu le matin quand tu te présentes sur la patinoire, là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais non, c'est le même pattern que l'été. Ouais, c'est ça. Ils s'entraînent, ils se gardent en forme et tout, mais t'as pas la game shape. Non. C'est un défi, c'est clair. Puis surtout que tu sais, entraîneur-chef Carla McLeod est là-bas aussi pour. Oui, c'est vrai. C'est la coach de l'équipe de Tchéquie. Donc c'est évident que c'est un défi, mais en même temps, c'est le même défi pour les 5 autres équipes de la Ligue aussi. Là, fait que s'il y a pas. En même temps, il n'y a pas d'excuse non plus. Pour Ottawa, ça tombe un bien mauvais moment parce que tu voyais qu'ils commençaient à gagner du momentum. Puis, je veux dire, les 2 matchs qu'ils ont joué la semaine dernière, c'est possiblement leurs 2 meilleurs matchs de la saison. Ouais, c'est curieux de voir comment ils vont... si cette bonne séquence-là va se transposer au retour de la pause. C'est ça que Rosalie nous disait la semaine passée. La colle est en train de pogner. Le groupe est en train de comprendre comment fonctionner ensemble. Fait que ça... Ça va faire 2 moitiés d'équipe, pas au même, comme tu disais, une qui arrive crinquée, l'autre qui... Fait que va falloir qu'eux autres, ils embarquent le reste de l'équipe avec eux autres. Là, il va falloir qu'ils disent nous autres, on n'a pas arrêté. Peut-être encore sur le gros high, d'avoir, je sais pas combien est-ce qu'on a de Canadiennes dans l'équipe, probablement. 4. Sur les 12, il y en a 4. OK. Parce qu'on souhaite tous que le Canada gagne, puis on espère. Fait que ces 4-là vont arriver gonflés à bloc. Une autre moitié qui va arriver peut-être dépitonnée. Ça va faire une méchante drôle de dynamique. Où avec les gars, on est habitué à ça une fois aux 4 ans. T'sais. Là, eux autres, ça va être à toutes les années. Là, ça c'est ma question. Puis toi, Julien, qu'est-ce que t'en penses? Avant, il n'y avait pas de ligue. Il y avait des ligues, mais l'enjeu n'était pas le même. Fait que les tournois internationaux prenaient, on aurait dit, beaucoup de place parce que c'était à peu près juste ça. C'est sûr. Mais est-ce que on pense que ça va changer si la PWHL fonctionne bien et continue à bien fonctionner? À un moment donné, on ne pourra pas prendre des pauses. Au match des étoiles, il y a eu une pause, il y a eu la série rivalité, là, il y a une autre pause. À un moment donné, il va y avoir des propriétaires qui vont donner beaucoup d'argent à ces joueuses-là. Puis maintenant, on va dire, OK, c'est parce que là, ça suffit de les faire jouer à gauche et à droite pour d'autres choses que mon investissement à moi, tu sais. Ouais, ben, tu sais, les championnats du monde, ils existent chez les hommes aussi. Je veux dire, je pense pas qu'il va arrêter d'y avoir un championnat du monde féminin à chaque année. Puis il faut aussi se rappeler que cette année, c'est vraiment un lancement de ligue qui se fait presque à l'improviste dans le fond. Donc le calendrier, ils font avec ce qu'ils peuvent pour avoir un semblant de saison qui est respectable avec 24 matchs. Mais il fallait à la dernière minute qu'ils réussissent à louer des amphithéâtres pour accueillir ces matchs-là. Aussi, fait qu'il il y a des enjeux d'horaire qui font que ils vont se retrouver à jouer jusqu'en juin
peut-être pas jusqu'en la saison régulière, mais c'est jusqu'en mai pour la saison régulière. L'année prochaine risque de commencer un peu plus tôt. Donc, je sais pas à quel point le championnat du monde va devenir un enjeu autant pour cette ligue-là. La série de la rivalité, par contre, la discussion commençait avec les joueurs. Cette série-là existait beaucoup, justement, comme tu disais, c'était pour le plan marketing, plus à la limite. Pour combler un vide, là, est-ce que c'est encore pertinent dans ce contexte-là? Ça va être. Je pense ça va encore avoir lieu l'année prochaine, mais ça va être à voir pour les années d'après. Ouais. On disait que ça perd en sa pertinence un petit peu parce que oui, OK, go Team Canada, mais ça revient un peu à la discussion qu'on avait eu un peu plus tôt sur l'annonce de la Ligue nationale de hockey chez les hommes, du genre de tournoi 4 pays qui veulent faire l'année prochaine. Oui. Puis on était tous à peu près d'accord, sauf toi, JP, il me semble que t'étais pour, là. Toujours différent. C'était un peu un tournoi en carton que Gary Bettman, il nous impose. Il n'y a pas personne qui voit vraiment l'enjeu. Ben, la série rivalité chez les femmes, je trouve que c'est un peu la même chose. C'est pour mousser les meilleures joueuses au monde, mais là, on a une ligue pour les mousser. Fait que non, c'est un portrait, je pense qu'il va être appelé à changer. Puis, comme on dit, à chaque nouvelle étape, apporte son lot de questions, apporte son lot de remises en question même. Donc, le portrait du hockey féminin, d'après moi, va changer de cette façon-là aussi. Tu sais, les gars, l'espèce de championnat du monde, ils font ça à la fin de l'année, quand les équipes commencent à être éliminées, ils demandent « tu veux-tu y aller? Il y en a bien qui disent non. Alors que les femmes, je pense qu'aussi ont la chance, eux, c'est « non, on y va ». Puis ils ont encore un peu plus cet attachement-là aux compétitions internationales. Les filles ne pourraient pas le faire là, avec 6 équipes. Non, c'est ça. On ne peut pas faire un championnat du monde avec les 2 équipes éliminées. Non, surtout si Ottawa est encore en course, là, la qui tout d'un coup perd à peu près le quart de son équipe. Ouais, exact, c'est ça. Hey, est-ce que on a retrouvé notre Jonas Korpisalo qu'on pensait avoir signé? Attendez, là, wow. Il faut s'exciter. Là. On a soulevé un point il n'y a pas longtemps, puis je pense que c'est un de vous deux qui l'a dit. Est-ce que là, tout d'un coup, il n'y a plus de pression, fait que je sens plus le poids? Ah oui. Non. C'est ça. Maintenant... C'est ce qu'on pense de l'équipe à chaque année quand ils se mettent à gagner. Mais moi, je pense que peu importe. Tu sais, on disait, écoute, Korpisalo, bonne fin de saison l'année passée. Il a montré des belles choses dans le passé. Il a eu des blessures. Il a jamais été capable de prendre un filet et le garder pour un an. Ça, c'est jamais arrivé. Puis cette année, on dirait que peu importe, là, comme c'est ton filet, garde les buts, travaille ce que tu as à travailler, travaille avec le coach de gardien. On voit que tu as les capacités, là, on le voit. Là, le match encore à soir contre Buffalo, il est excellent, il n'y a rien à redire. On dirait qu'il y a 2 Korpisalo, il y a lui qu'on voit là, puis il y a lui qui est tout le temps sur le derrière, puis qui est tout le temps pris hors position, puis moi, je continue à dire qu'il faut que ça marche, Korpisalo. On n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix. Les échanges, ça ne marchera pas. Racheter le contrat cette année, ça... Fait que l'année prochaine, d'ici la fin de la saison, c'est son filet. L'année prochaine, on verra. Ça va être encore Anton Forsberg? Probablement pas. Je pense qu'on peut trouver un autre gardien auxiliaire à quelque part, un peu n'importe où. Mais arrêtons un peu de vouloir les protéger tant que ça, puis de dire des 2 matchs en 2 soirs. 2 matchs en 2 soirs, là, puis ça faisait 3 ans que c'était pas arrivé à Ottawa. Là. Puis je pense que c'est Martin Brodeur qui est sorti dernièrement aussi, aujourd'hui ou hier, qui a dit là, c'est assez, là, on dorlote un peu trop nos gardiens de but. Là. Écoute, puis tu sais, sans rien enlever à Martin Brodeur, en fait, j'y en enlève un peu. Oui, super gardien, mais il a un peu gagné la loterie des gardiens avec l'équipe qu'il avait en avant de lui dans le temps, tu sais. Il recevait presque pas. Il recevait pas beaucoup de lancers, contrairement à tous les autres. Il recevait pas beaucoup de lancers. Il avait une grosse défensive, un jeu très fermé en avant de lui. Un autre gardien, peut-être meilleur que la moyenne, dans ces années-là, aurait probablement eu le même genre de succès. Mais je comprends son point. J'irais pas jusqu'à dire que n'importe quel autre gardien aurait eu le même succès que lui, mais oui, il y avait des facteurs avec New Jersey qui jouaient en sa faveur, c'est sûr. Tabarouette. Le transport aussi, l'équipe où il était, la façon que l'horaire était conçu pour des équipes à l'époque aussi. Ouais.
il y a beaucoup moins de déplacements dans le corps que la majorité des autres équipes pour des équipes de New York. Là. Oui, non, mais je comprends son point. Puis je pense qu'on est allé autant avant les équipes avaient même pas deux gardiens, il n'avait rien qu'un, puis ils roulaient avec lui tout le temps. Donc on s'est mis à avoir deux gardiens. Puis ça s'appelait vraiment un backup. Là. C'était en cas que l'autre est trop fatigué ou que l'autre. Puis là, aujourd'hui, on est à l'autre extrême où les équipes. Tu sais, on a eu des après cette phase-là, des Martin Brodeur, des Patrick Roy, des gardiens numéro 1, que c'était le filet, on s'est mis à avoir des équipes. Ce qu'on s'est mis à voir, c'est des équipes qui, avec des gardiens comme ça, justement, arrivaient en série, puis des fois, on dit, ah, là, il est brûlé. Il est brûlé, là, rendu en deuxième ronde, là, il a gaulé toute l'année, 70 matchs, là. Fait que là, il faudrait essayer d'alléger son travail pendant l'année. Mais en faisant ça, on s'est mis à faire une espèce de partage. Puis là, tu sais plus c'est qui est gardien, tu le sais le matin même. Puis même pour les gardiens, à un moment donné, pas le savoir, là, c'est pas évident non plus. Tu sais. Des fois, c'est ça, ils le savent à la dernière minute. Donc, probablement qu'il faut revenir un peu de l'autre côté. Tu sais, parce que veut pas, si tu regardes Anton Forsberg, puis si tu regardes dans le temps Craig Anderson, il y a des gardiens. Puis je pense que ça s'applique à beaucoup de gardiens. Là. Ils ont besoin de garder les buts, ils ont besoin d'avoir leur routine, savoir que c'est leur filet, recevoir beaucoup de tirs pour se mettre dans... Tu sais, ils sont streaky, si on veut, pour se mettre dans game shape, puis le rester. Puis de se faire asseoir à tout bout de champ. C'est comme s'il faut qu'ils recommencent à chaque fois. Fait, puis on l'a vu à Montréal avec 3 gardiens, c'était loin d'être idéal. Je pense pas qu'il y a un gardien qui a aimé... tu sais, c'est pas comme des lanceurs au baseball, là, parce qu'il faut t'en as 5, puis il y en a un qui il y a un départ à chaque 4 games. Là. Probablement qu'il faut retourner de l'autre côté un peu. Là. Puis d'ici la fin de l'année, tu feras pas les playoffs. Jonas, si tu gagnes, tu perds, ça change rien. Fait que trouve tes repères, puis reviens-nous ensemble. Tu viens nous annoncer les sénateurs feront pas les playoffs, là? Si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome. Bernard, je vais t'appeler Pascal de Rome. Yes. Monsieur, qu'est-ce que vous avez pensé des performances de Angus Crookshank? Crookshank, bien correct. Puis, mais le problème, justement, avec depuis qu'il est monté, que là, Belleville va moins bien. Fait que, tu sais, JP Fortin, tu parlais l'autre jour, faisons jouer les jeunes, puis tu sais, je suis d'accord avec ça, mais Colin, il serait vraiment utile à Belleville, je pense, là. Fait que je sais pas combien de temps qu'ils vont le garder dans le groupe. Jacques a dit, he's got dog in him. Hein? Bon, tout un compliment, ça. Il y a du chien. Julien Dupuis, ouais. Non, moi, je l'aime bien. Ce serait un des joueurs potentiellement qui va faire le club l'année prochaine. Bon, oui, c'est lui qui est le plus proche. Ouais. C'est lui qui est le plus proche de dans la hiérarchie de des Sens à l'attaque, là, je pense que c'est lui qui est plus près d'un poste régulier. Oui. Avant Ostapchuk, c'était beau de voir Ostapchuk, son petit, tu sais, c'était le fun de le voir puis de voir le potentiel qu'il a, mais il est pas là encore. Puis il a sauté par-dessus quelques personnes, puis lui, ça a été... c'est un exemple de persévérance. Tu sais, justement, lui, c'était une grosse blessure. Il a manqué presque 1 an. Fait qu'il y a 1 an de développement de retard là, dans tout ça. Fait que mais tu sais, il s'est pas. Ça ne l'a pas affecté. Il s'est relevé, il a travaillé fort, il est revenu au même niveau, sinon meilleur que ce qu'on avait prévu comme trajectoire. Fait que non, kudos à lui. Julien, est-ce quelque chose à rajouter? Non, je veux dire, je pense que tout a été dit. Là. Jusqu'à maintenant, il paraît bien. Savoir ce qu'il peut apporter à l'équipe l'année prochaine. Est-ce que c'est plus ça serait plus dans un rôle de 3e, 4e trio, ou s'il pourrait même faire sa place sur les 2 premiers trios, même dans un rôle complémentaire, un duo un peu plus... Ouais, c'est ça. Du type... ça va être à voir, mais c'est comme Pascal disait aussi, c'est clair qu'il est un peu plus près que Zach Ostapchuk à ce point-ci. Ce qui est triste dans tout ça, c'est Egor Sokolov. Ouais. Comment on en parle? L'homme à la personnalité d'une superstar, mais que sur la glace, ça semble pas vouloir débloquer. T'sais, on s'attendrait qu'à Belleville, il domine. On s'attendrait qu'il remplisse la net. Il devrait. Ça n'arrive pas. Ouais. Il y a tellement d'espoir qui montre de belles promesses, peu importe les organisations, puis malheureusement, il y en a juste 20 qui peuvent jouer dans l'équipe à chaque année, à chaque soir, en fait. Il y en a plus que 20 dans l'année, mais dépendant des saisons. Fait que c'est pas impossible qu'il fasse encore sa place, mais
commence à se faire tard dans son cas. Donc, c'est plate, mais on peut pas pleurer à chaque fois qu'un espoir finit par pas faire sa place. Là. C'est parce que Sokolov, c'est un Russe qui est allé vivre dans les maritimes, il parlait pas un mot de français, de français j'imagine, mais d'anglais non plus. Là, c'est le clown de l'équipe, il va sur des podcasts, il est drôle, il est chum à tout le monde. On voudrait tellement le voir, là. Distribue des dindes, ça a l'air d'être tout un personnage. Fait il est attachant, tu sais, fait qu'il est même pas encore dans l'équipe, puis on est quand même attaché, fait que on root pour lui, je dirais. Le hype est quand même descendu. On a intronisé le docteur Donald Chow sur l'anneau d'honneur. Oui. Est-ce que c'est une première dans la Ligue nationale de hockey qu'une équipe un médecin honoré. Mettre leur médecin dans leur anneau toutes les d'honneur. Équipes ont-tu des anneaux d'honneur? Probablement pas, mais chacune doit avoir un petit peu sa manière d'honorer ces personnes qui n'ont pas tout à fait ce qu'il faut pour être dans l'ombre, au plafond, mais qui ont quand même fait assez pour qu'on s'en souvienne. On dirait que j'ai souvenir d'un hommage au moment de la retraite du Dr Mulder à Montréal. Ça se peut. Je sais pas est-ce que c'est l'équivalent de lui rendre hommage avant un match à l'ajouter à un anneau d'honneur comme au centre Canadian Tire. Mais non, je sais pas. C'est dur à comparer. C'est un numéro retiré, c'est uniforme, c'est la même chose partout. Ouais. Mais ça, je sais pas à quel point on peut. C'était Brian Murray puis Wade Redden, les deux premiers. Fait que ça a comme un peu établi le standard. Je pense que dans son cas, c'est probablement, elle veut pas la longévité. Il est là depuis que l'organisation est arrivée en 92. Puis même que apparemment que pendant les pratiques, quand il manquait un gardien, c'est lui qui mettait son équipement puis qui allait sur la glace. C'est vrai? Prendre des tirs d'un côté. Ouais, il a fait ça plusieurs fois. Ça a l'air, les joueurs trouvaient ça vraiment drôle. Lui, il avait du fun. Il était fou comme un balai. Ouais, il était gardien de but dans le temps. Il y a une couple d'années que c'était leur coach vidéo qui, chaque fois qu'un gardien pouvait pas pratiquer. Blessait, qui embarquait. Ouais. Mais là, ça ouvre-tu à la porte à ce que l'anneau d'honneur soit un peu pour tout le monde dans l'organisation? C'est ça qu'on essaie de faire? Ouais. Comme je dis, probablement, c'est la longévité, veut pas, puis le rôle quand même primordial dans une équipe, là, surtout avec les Sénateurs dans leur histoire. Toutes les équipes ont des blessés, puis ont leur docteur, puis ont besoin d'un docteur. Mais tu sais, quand on pense à Marc Method, quand il s'est coupé son doigt, c'est le Dr Chow qui est allé en arrière, puis qui a tout recousu ça tout de suite pour y sauver son doigt. Il y a eu un accident de moto à un moment donné, puis il pensait pas pouvoir refaire. Tu sais, il avait perdu sa dextérité, puis fait que pour se pratiquer, puis pour retrouver toute sa motricité, il travaillait avec des filets de poulet crus chez eux qui faisaient des points de suture dessus, puis tout ça, puis finalement, il a été capable de retravailler puis de refaire ça, tu sais. Un bon plat pour pogner la salmonelle, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas, j'imagine qu'il savait qu'il fallait qu'il se lave les mains après, qu'il allait pas faire des points de suture dans la bouche à l'autre gars après. Mais je trouve que puis désolé ceux qui ont entendu ma chronique au 104.7, ça va se ressembler pas mal, là. Mais tu sais, Andlauer, quand il est arrivé, quand il a acheté l'équipe, il a hérité d'une équipe qui était assez démunie sur plusieurs points. OK, il a hérité d'une équipe sur la glace. Les attentes étaient beaucoup plus élevées, les résultats sont pas là, mais il y a un bon noyau, il y a de quoi travailler avec, tu sais. Nonobstant certains contrats, certaines choses où il va y avoir du travail à faire, il va y avoir du travail à faire cet été, mais tout le reste autour, tu sais, on parlait du deuxième étage, on parlait du lien brisé avec les fans, avec la population, avec la communauté. Hey, c'était pas beau, là, tu sais, quand tu dis que même la fondation des sénateurs, c'était séparé des sénateurs dans le temps, là, tu sais, ils sont comme partis sous un autre nom. Puis les sénateurs ont obligé de repartir une autre fondation. C'est des choses que tu vois qu'il met de l'importance là-dessus. Il a dit on veut être une organisation de première classe. Fait que ça démontre ça, de faire ce genre de choses-là. Puis en plus, comme tu en as parlé tantôt, JP, dans le warm-up, le gala, je pense qu'il appelle ça Rouge noir, or. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il y a un nom en français officiellement, là. En anglais, c'était Red, Black and Gold. C'est ça. Mais, puis parlant du français, Michael Andlauer a annoncé que la fondation allait donner 1 million à la maison Rogers à Ottawa et
1 million du côté du Québec pour une nouvelle maison de soins palliatifs pour enfants. La maison Papillon. C'est à Kentley, je pense, dans le coin de Kentley, la maison Papillon. Donc, puis il l'a fait en français, cette annonce-là, puis fait on voit que les efforts sont mis de ce côté-là aussi. Puis de mémoire, je me souviens pas qu'on aille d'un investissement du genre comme ça dans un organisme sur le côté québécois de la région. Ouais, j'ai pas souvenir non plus. Fait que déjà là, c'est quand même un gros pas dans une bonne direction. Ouais. Je pense. Tu sais, il y en a beaucoup sur son assiette. Nous, on a tout le temps les yeux rivés sur les joueurs, mais une équipe de hockey, quand on dit qu'on est chanceux d'avoir une équipe de hockey, d'aller voir les parties puis tout ça, oui, mais les retombées qu'il y a dans la communauté autour, c'est énorme aussi. Tu veux une organisation qui est de premier plan à tous ces niveaux-là, disons. Toi, Julien, est-ce que tu sens quelque chose de... La question est compliquée peut-être parce que tu n'es pas au sport depuis super longtemps, mais est-ce que tu sens que les francophones ont une petite ouverture ou de plus, ou comment tu vis ça sur le terrain? Ben c'est ça, c'est que ça fait pas longtemps que je suis là, puis lui non plus, ça fait pas longtemps qu'il est là. Quand on y pense, là, ça fait quelques mois seulement, fait que c'est un peu difficile de dire pour l'instant, ben que ça, tu sais, je pense que le don dont vous avez parlé, c'est un premier indicateur quand même assez fort. Je pense que Zachary me disait l'autre jour qu'il croyait avoir croisé Cyril Leader au centre Slush Poppy. Je sais pas qu'est-ce qui se trame là, je sais pas s'il y a quelque chose entre les deux équipes qui s'en vient, mais ça serait. Je pense pas que ça s'est jamais vu. Je veux pas spéculer. Alors, j'ai pas plus d'informations que ça. Mais... non, j'ai pas scoop. Non, s'il y en avait un, je l'aurais écrit dans le journal avant ça. Donc, mais Cyril Leader a dit en arrivant qu'il voulait rétablir les liens avec les partenaires potentiels du côté québécois, chose qui n'avait pas été faite depuis un maudit bout, là. Fait que non, que du positif de ce côté-là, je pense. Puis c'est Philippe qui me disait ça. La semaine passée, je crois, Michael Endlauer était au restaurant du Centre Slush Poppy avant une game des Olympiques, puis à la game des Olympiques. Peut-être que Cyril Leader était avec Michael Endlauer pour ce match-là. C'est ça. Fait que tu sais... Est-ce que Patrick Roy était au restaurant aussi? Excuse, c'était facile. Juste son char. Ouais, c'est ça, juste sa Ferrari. Spotted Gatineau. On voyait pas ça avant, là. C'est sûr. Non, définitivement pas. On avait des espoirs, puis ça ira jamais aussi vite qu'on voudrait que ça l'aille, mais je pense que la direction est là, puis ça s'en va vers le bon chemin, je pense. Il n'y a pas longtemps, Daniel Alfredson a remplacé Jacques Martin pour donner sa conférence. Je ne veux pas dire sa conférence de presse. Est-ce que c'est une conférence de presse? Bref, son point d'après-match, son point avant la pratique. Je ne sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé. Et suite à ça, la machine à rumeurs sur les médias sociaux a parti. Daniel Alfredson a dit qu'il avait pogné peut-être la piqûre de devenir un entraîneur. On fait quoi avec Daniel Alfredson? Puis lui, il veut faire quoi? Ben, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je vois deux choses se passer, là. Ou bien Daniel Alfredson, parce qu'on est rendu creux dans le processus où il a donné un rôle d'assistant. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec lui l'année prochaine? On dit là, tu retournes en l'air à manger des pretzels? Moi, je le garde comme assistant. Ils peuvent pas l'imposer. Pas l'imposer au prochain coach. C'est l'entraîneur qui va décider, tu sais. Fait qu'à la base, la saison finie, tant qu'à moi, il lève les feux, il n'est plus là. Mais si lui, il veut continuer à être coach, il va aller ailleurs. À Belleville, il serait pas ce matin. Non, on veut pas l'avoir à Belleville. Je pense pas qu'il... Non. C'est notre prince aux cheveux dorés. Non, mais pour travailler avec les jeunes. Prince aux cheveux dorés. Je pense que la seule chose que vous n'avez pas mentionnée... Non, vas-y. C'est peut-être le prochain entraîneur-chef de l'équipe. C'est ça. Oh. Je sais pas, mais... Ça ressemble beaucoup à une... Tu y crois, toi? Formation express. Je pense j'ai l'impression que l'équipe serve... est-ce que ça l'intéresse? Ouais. À temps plein d'être dans ce rôle-là, mais aussi, est-ce qu'ils sentent qu'il y a ce qu'il faut pour ça aussi? C'est un peu une audition, puis genre d'audition, formation auprès d'un vieux renard comme Jacques Martin qui en a vu d'autres. C'est quand même très peu d'expérience. L'accompagner là-dedans puis faire un peu une transition. En tout cas, je sais pas.
Je suis pas en train de vous dire c'est ça qui va arriver. Non, je sais. Mais on se pose la question, effectivement. Ouais, tu vois, moi, ça me fait peur un peu. Pas que je déteste l'idée que ce soit Daniel Alfredson, mais j'ai tellement peur que ça se passe mal encore l'année prochaine. Ouais. Puis là, qu'on soit tout contre Daniel Alfredson. On veut pas être contre Daniel Alfredson. Non. C'est notre prince au chevalier. On veut pas parler contre lui. Mais là, si l'équipe va mal encore l'année prochaine, là, on va le pointer du doigt. Puis là, on va comme devenir dans un pattern négatif de Daniel Alfredson comme coach. Alfie. C'est ça, on veut-tu vraiment ça? Mais, puis il a dit, j'ai déjà eu 2 divorces avec les sénateurs. Je pense pas passer au travers d'un 3e. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il va faire partie des candidats qui vont interviewer. Tu sais, moi, ça fait plusieurs fois que j'en parle. Je regarde Rod Brindamour en Caroline, puis je me dis, ça fait tellement, c'est tellement parfait. C'est vrai. Je veux ça pour notre équipe. Hit or miss, par exemple. Mais, puis là, j'ai dit, je vais regarder, parce que le monde disait, mais il n'y a pas d'expérience, Alfie, puis tout ça. Puis j'ai regardé quand Rod Brindamour a commencé à coacher la Caroline. Caroline était 7 ans de suite à manquer des séries. Puis quand il est devenu coach, ils se sont rendus en 3e ronde. Ils ont perdu en 3e ronde. Fait que je dis, tu vois, tu sais, même s'il n'y a pas d'expérience, je veux dire, mais là, je suis remonté encore. Puis il était assistant coach pendant 7 ans avant ça. Tu sais, les 7 ans où ça allait mal, c'était un des assistants coach. Est-ce qu'être assistant coach, c'est vraiment un passage obligé? Si on regarde à Martin Saint-Louis, mettons, par exemple. T'sais. Martin Saint-Louis était répressé à Montréal, il n'avait pas beaucoup d'expérience derrière un banc. Ouais. Coachait ses enfants, je pense. Puis c'est ça. Il n'a pas rien gagné, mais... Exact. Il n'y a pas un club pour gagner, mais il n'y a pas rien gagné. Fait que, tu sais, on aimait bien DJ Smith les 5 premières années quand on n'avait pas d'attente. Ça a changé quand on avait des attentes, tu sais. Fait que, non, c'est un gros point. Est-ce que la solution, il semble être comme ça avec Jacques Martin depuis toujours. Est-ce que la solution, c'est que ce soit lui puis que Jacques Martin soit dans... Entraîneur associé. Pas entraîneur associé. Je ne sais pas si lui voudrait être sur le banc, mais peut-être ce qu'il faisait avant, là, genre conseiller spécial. Ou... C'est ça. Bon, il n'a pas été très longtemps conseiller spécial. Non. C'était plus un entrée pour un message c'est ça. à DJ Smith. On te place là, stand-by, puis reste pas loin. On te donne quelqu'un qui est prêt à prendre ta place assez vite demain matin. Là. Tu sais, la façon dont on pensait que le choix du directeur général allait s'étirer un peu plus que ça. Tu sais, il y avait des rumeurs. On parlait de celui, le gars de Tampa Bay, je me souviens plus de son nom, Mathieu Darche. On parlait il y avait plusieurs noms qui circulaient. Puis là, tout d'un coup, boum, Steve Staios nous annonce finalement, on a checké, mais ça va être moi. On dirait que ça ne me surprendrait pas tant qu'on s'attende à une longue audition pour le poste d'entraîneur. Puis là, finalement, ça va être Alfredson. On dirait qu'il y a comme un... ils ont marché comme ça depuis le début, tu sais, avec les nominations. C'est beaucoup plus... Ça a été beaucoup plus qui connaissent, qui sont les amis, qui sont ceux avec qui ils ont eu des relations dans le passé. Steve Staios n'est pas arrivé après une entrevue de 20 personnes, non, même pour être président de direction hockey. Là. On savait qu'il s'en venait en sachant que c'était Andlauer qui avait l'équipe. Jacques Martin, déjà dans l'environnement avant des sénateurs. Si ça suit cette logique-là, moi, je m'attends à voir John Gruden là, qui coach les Marlies, qui a un background puis un passé avec Andlauer puis Staios. Ces trois-là sont larrons en foire. Là. Donc, est-ce qu'ils vont avoir l'audace en foire? Comme des larrons en foire? Ouais. Quoi? Je viens-tu de te... Hey, défendez-moi quelqu'un. Ils s'entendent comme larrons en foire, oui. C'est vrai, c'est une expression qui existe. C'est quelqu'un qui a un peu de culture. Parce qu'il faut comprendre que Pascal nous sort des affaires des fois, là. C'est toujours vérifiable et vérifié. C'est une vraie expression. On l'a eu live en plus. J'adore. Est-ce qu'ils vont vraiment aller chercher un des coachs qui va se faire congédier cette année ou vraiment un coach d'expérience qui vient vraiment du champ gauche dans le sens où il n'y a pas de relation déjà avec les sénateurs, ou ils vont continuer dans leur habitude d'aller piger dans leur gang? Puis là, OK, c'est pas mal comme ça. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un fouet qui arrive de l'extérieur. Aussi. Ben, écoute, tu sais, moi, j'allais dire, Andlauer s'était fait poser la question. Il avait donné une entrevue au 104.7 il y a quelques semaines, quelques mois, puis on s'était fait poser la question par rapport à Benoît Groulx. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être intéressant pour eux? C'est pas c'est des bonnes choses sur lui, fait que c'est quelqu'un qui pourrait être candidat.
Il y a l'entraîneur des Marlies, comme Pascal l'a mentionné. Il y a Daniel Alfredson. Puis je veux dire, ces discussions-là se font constamment, là, sans nécessairement passer d'entrevues officielles. Je suis convaincu qu'ils ont des discussions un peu à gauche, à droite avec soit les gars qui sont disponibles ou les gars qui pourraient être disponibles, à savoir c'est-tu le genre de truc, est-ce qu'Ottawa ça pourrait t'intéresser, puis ils font leur devoir, j'ai aucun doute là. Je pense pas que c'est vraiment juste une question de on a des œillères, on dit c'est Alfredson puis rien d'autre là, tu sais. Moi, je vois un tableau comme dans les films puis les séries policières, là, avec plein de photos. Avec des crayons. Puis là, ils font des affaires, élastiques. puis ils entendent ce qu'ils se disent à porte fermée. Ouais. Ça prendrait un Senators 24/7, quelque chose de même. Là. Ça nous prenait Ryan Reynolds pour l'avoir. On verra cette année. Eh là là. Ouais. Messieurs, merci beaucoup pour cette discussion. Julien? Ma phrase a bien vieilli. Les Sens, t'as pas été les Sens ont de malheur. gagné 6-2. 6-2 contre les Sabres de D'après Buffalo. moi, avec le nombre de tirs, Korpisalo a dû monter sa moyenne à... Il a dû pogner de 900, là, dans les 5 derniers matchs. Là. Puis il est rendu à 5 victoires à ses 6 derniers départs. Bon. Let's go. Shane Pinto, 4 points. On s'énerve. On échange Josh Norris, je vous l'ai dit. Pas échangeable. Pas échangeable. Pas sûr non plus, hein? Il va arriver pour les playoffs l'année prochaine. Ouais, c'est ça. On va faire un Vegas avec lui. Julien, notre petite tradition à la brigade pour mieux apprendre à connaître nos invités, les tirs de barrage. Donc, JP Fortin va te lancer 3 questions. Ça peut venir de tous les bords, puis tu réponds comme ça vient. OK. Julien, si tu devais choisir un joueur des Sénateurs d'Ottawa pour te défendre dans une bagarre au bar, qui choisis-tu et pourquoi? Ben là, je veux dire, je vais y aller pour celui qui a démontré le plus sur la patinoire qui sait se battre, puis je pense qu'on va être obligé d'y aller avec Brady Tkachuk. Le capitaine. C'est un bon choix. Avec M. Brightside qui joue en background. C'est pas un petit monsieur, puis il a l'air de savoir comment se défendre. T'as pas pensé à Mike Kastelic, mais je suis pas du genre à avoir besoin de me défendre dans un bar, là, habituellement. Tu te bats tout seul, tu te bats toi-même. Non, je bois pas tout seul, mais je cause pas de trouble. Deuxième question, si tu pouvais remonter dans le temps et donner un conseil à ton jeune toi-même, quand tu as commencé à couvrir les Sénateurs, quel serait-il? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. À ton jeune toi-même. Dans ta carrière de journaliste ou quoi? Écoute, en fait, moi, je remonterais peut-être un peu plus loin de ma carrière. Puis c'est un conseil que je donne chaque fois que quelqu'un, un jeune secondaire, par exemple, je me croise, me disait, journaliste, ça m'intéresse. Quelque chose que je dis, c'est bien de faire des études en journalisme en tant que tel, mais le journaliste, ça s'apprend en le faisant. Fait que moi, si c'était à refaire, je ferais probablement des études dans un autre domaine complètement comme j'aurais peut-être fait des études en droit, par exemple. Question d'avoir des connaissances approfondies dans un domaine qui est utile au journalisme. Puis j'aurais fait le même parcours au journal étudiant, puis tout ça. Là. Donc, le travail de journaliste, d'être curieux, de faire des recherches, de poser des questions, d'être capable d'avoir une vue à 200 pieds des situations, puis tout ça. C'est des skills de vie qui sont bons pour tout le monde, puis qui sont essentiels pour les journalistes, mais comme tu dis, des fois, c'est plus associé à notre personnalité, tu sais. Ouais. Ben, puis aussi, je veux dire, avoir fait un bac en droit, j'aurais pas mal plus compris ce qui se passait les premières fois que je me suis retrouvé dans une salle de cours pour le travail. Troisième question. Si je me trompe pas, tu as accès à la chambre pour te poser des questions aux joueurs. C'est ça que tu as mentionné tantôt. Ouais. OK. Pas juste moi, c'est tous les journalistes qui a accrédité. Oui, okay. Mais est-ce que à ta première visite au vestiaire, est-ce qu'il y avait un joueur en particulier qui t'intimidait plus qu'un autre, ou est-ce que tu étais vraiment plus stressé à poser des questions? En fait, j'ai pas posé de questions la première fois que je suis allé parce que pour plusieurs raisons. En fait, on venait de recevoir notre accréditation, puis l'équipe revenait pour la première fois depuis l'incident avec le fameux filet désert de Ridley Greig, et on essayait de l'avoir, et bon, il s'était pas rendu disponible après la pratique du matin. Accrocher
la meute de journalistes a accroché les joueurs qui étaient là. Puis, je veux dire, il y a de la question qui se pose au pied carré, fait que je sentais pas que mes questions... j'ai pas posé une question juste pour poser une question. Ouais. Non, je suis pas... je pense pas qu'il y a de joueurs qui m'intimident particulièrement. Je me posais un peu de questions sur Tarasenko au début. On l'a déjà vu dans le passé être un peu plus sec avec les journalistes. Puis je sais pas, il y a un petit aura mystérieux ce gars-là. On se demande encore s'il a même joué à Ottawa cette année. Là. Ouais. Ou si ce n'était qu'un mirage. Bonsoir, il est parti. Je l'ai vu de proche, je te confirme. Il était là, OK. Puis, si on entend parler qu'un Claude Giroux, c'est pas un gars qui aime beaucoup parler, qui aime pas tant que ça parler aux journalistes. Il le fait quand il est poussé ou, tu sais, fait que des fois, il y a peut-être des gars comme ça qui sont un peu moins faciles d'approche. Encore manqué. Je disais que... Tu sais, Claude Giroux, dans le fond, des fois, on entend parler que c'est pas un gars qui aime beaucoup parler, qui aime pas beaucoup parler aux journalistes, que c'est des réponses assez secs, assez rapides. Fait que c'est peut-être des gars comme ça, des fois, qui sont moins tentants ou plus intimidants d'aller voir, je sais pas. Ben, c'est ce que j'entends aussi, mais j'ai pas eu l'occasion de lui parler. Puis honnêtement, ben, c'est comme je vous disais tantôt, après les pratiques, en tout cas, pas que je suis là. C'est un peu aussi ça qui est difficile. Là. Je veux dire, ça fait 2 mois environ qu'on a commencé, moi puis Zachary, à couvrir l'équipe, mais on a beaucoup d'autres équipes à couvrir, là. Fait qu'on n'est pas toutes les pratiques tous les matins, tous les jours. Donc, c'est comme si j'avais 2 semaines d'expérience en 2 mois. C'est ça. Ouais, l'équivalent de 2 semaines. Mais non, puis en même temps, je sais que mes anciens collègues parlaient en grand bien de Claude Giroux, fait que je veux pas dire qu'il... Non. Je peux pas dire qu'il est pas fin, j'ai jamais parlé encore. Je suis sûr que ça va venir, puis en fait, on est très jaloux que tu vas parler avec Claude Giroux. Oui. On aimerait ça, Un jour, ça viendra. On espère. Julien, gros merci pour ton temps ce soir. Ben oui, merci beaucoup. On va te laisser aller te reposer. Tu nous disais que tu avais un jeune enfant. Oui. On peut te suivre sur Twitter ou X, dépendant de votre allégeance. Julien Paquette. D'ailleurs, tu tweets beaucoup sur les Sampères, mais tu tweets aussi sur l'équipe de LPHF d'Ottawa. On peut te lire aussi dans le droit un peu tous les jours, j'imagine. Est-ce que là, le football va commencer, les Titans vont commencer, il va y avoir la crosse qui va commencer. J'imagine que toi et Zachary, vous allez vous partager un peu tout ça. Oui, c'est évident. Il y a les Jeux Olympiques aussi. Effectivement, c'est vrai. À Paris. Fait que ça va être, faut s'activer. Il faut essayer de prendre contact avec des athlètes de la région qui vont être là-bas pour établir un premier contact puis espérer pouvoir leur faciliter les choses, pouvoir leur parler une fois qu'ils sont rendus là-bas. Parce qu'évidemment, on sera pas à Paris nous-mêmes. Là. Non. Ça serait fou, par exemple. Ça serait vraiment le fun, mais ça coûte cher. C'est Radio-Canada. Julien, honnêtement, un gros merci pour ton temps ce soir. C'était vraiment agréable de te rencontrer et de te parler. Merci de l'invitation. C'est vraiment le fun. De notre côté, on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application de podcast préférée ou nous suivre sur Twitter, Instagram ou sur Facebook. Pascal, on peut continuer à t'entendre à tous les mardis dans le local sportif saison du 104.7 Ottawa en compagnie de Marc Legault et de ses collaborateurs. Messieurs, est-ce qu'on a un mot de la fin? C'est pas un mot de la fin, mais c'est une phrase. Et je dirais c'est la renaissance de Jonas Korpisalo. Wow! La renaissance. Le Phoenix. Après le Moyen-Âge, la renaissance. Yes. Et voilà. C'était donc La Brigade, le premier podcast qui traite des Sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau en français. Mesdames, messieurs, à la semaine prochaine.